Donc je démarre avec ce poème Stéréoscope de Paul Géraldi. Paul Géraldi qui a eu la chance de connaître du succès dès l'apparition de son premier texte en 1908. Et le texte que je vais vous lire, du moins les extraits, sont tirés de l'ouvrage paru en 1912 et qui s'intitule « Toi et moi ». Alors c'est un ouvrage, effectivement, qui a été très célèbre quand il est sorti. Il y a eu plus d'1 million de ventes. Vraiment un tirage exceptionnel. Et le public était essentiellement féminin. Donc on retrouve les femmes. Ce poète a été plutôt oublié la génération suivante. Mais bon, je trouve qu'il a un certain charme, bien que sa poésie soit un peu naïve et peut-être un peu désuète. Je ne veux pas les voir, emporte ces clichés, où tiens, dis-tu, notre voyage et son histoire. Mes souvenirs sont bien plus beaux dans ma mémoire. Tu les éloignerais, voulant les rapprocher. Emporte ces clichés, où tout meurt et s'étrique, où le passé charmant apparaît dépouillé de sa couleur, de son parfum, de sa musique, tandis qu'un détail bête, il revit tout entier avec une importance irritante et cruelle. Ma mémoire est plus fidèle qui sait si bien oublier. Elle me les rend palpitants avec l'air qui les enveloppe. Penses-tu qu'il en tienne autant au fond de ton stéréoscope? J'ai des images merveilleuses dans ma tête et tous ces documents ne m'en laisseraient rien. Le souvenir est un poète, n'en fais pas un historien. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci. Alors, Saint-Jean total, j'ai voyagé, des sentences de Théonis. Donc là, on est très loin dans le temps avant Jésus-Christ. Il est cité, cet auteur, dans la Souda, qui est une encyclopédie rédigée en grec médiéval à la fin du Xe siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'attribuer un certain nombre de vers à cet auteur. Souvent, on a l'auteur, on a le texte, mais on ne sait pas toujours les mettre en relation. C'est très court. J'ai voyagé dans la Sicile, j'ai parcouru le Bé, riche de présents de Bacchus. J'ai vu la superbe Sparte baignée par l'Eurotaxe. Partout, je n'ai trouvé que des hôtes caressants. Mais la joie ne pouvait entrer dans mon cœur. Je n'avais plus de sentiments que pour ma patrie. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Anna Akhmatova. Dès son enfance, Anna Akhmatova est immergée dans les légendes et la littérature. Indépendante, elle est indépendante, fantasque, sensuelle, joyeuse. À 14 ans, elle rencontre le poète Nikolaï Goumiliov, qu'elle finira par épouser à l'âge de 20 ans. Ils voyagent partout en Europe, à Paris notamment, elle rencontre Modigliani et participe à des ateliers et à des cercles littéraires un peu dans toutes les capitales d'Europe et à Saint-Pétersbourg. Ses premiers recueils de poésie chantent l'amour, mais dans un lyrisme contenu et nouveau qui rencontre une très large audience. La révolution de 1917 et le régime bolchevique ne vont pas l'épargner. Jugez plutôt, le premier mari de Goumiliov est exécuté, arrêté par la Tchéka, exécuté en 1921. Le second mari, Vladimir Chileïko, poète, emprisonné. L'ami proche, Ossip Mandelstam, poète, mort en déportation au Goulag en 1938.
et son fils, son propre fils, Lev, qui a été historien, emprisonné à plusieurs reprises, aussi envoyé au goulag. Son troisième mari, Pounine, historien d'art, est victime lui aussi des purges staliniennes en 1953. Et toute sa vie, elle va résister au dénuement à la faim. Elle fait des traductions de poètes ou de le roman russe, Pouchkine notamment, à la peur, à la censure et à l'humiliation. Parce qu'il faut bien survivre, elle est radiée de l'union des poètes soviétiques une grande partie de sa vie. Avec le peuple, elle traverse cette tragédie collective, fil rouge de son œuvre. Elle porte la parole des femmes qui s'obstinent à visiter leurs proches disparus dans les prisons d'État. Voilà. Alors, le premier poème en 1911. C'est parfois un serpent magicien lové près de ton cœur. C'est parfois un pigeon qui roucoule sur la fenêtre blanche. C'est parfois, sous le givre qui brille, la vision d'une fleur. Mais il mène en secret, à coup sûr, loin de la joie tranquille. Il sait pleurer si doucement dans la prière du violon. Il fait peur quand on le devine sur des lèvres que jamais on n'avait vues. Et le second que j'ai choisi, c'est Requiem, qui a été composé au plus fort de la terreur stalinienne, à partir de 1939. Et ça s'est échelonné pendant la guerre. Les poèmes ont été lus à quelques amis fidèles qui les ont appris par cœur, avant que la poétesse ne les détruise elle-même par le feu, ne les brûle avec ses amis. Voilà, juste l'épilogue de Requiem composé en 1939. À présent, je sais comment se fait un visage, comment filtre la peur de dessous les paupières, comment la souffrance peut graver sur les joues des pages de hiéroglyphes précis et durs, comment un instant suffit pour que des boucles de noires et blondes deviennent argentées, le sourire qui se fane sur des lèvres soumises, la peur qui grelotte au fond d'un rire cassé. Et si je prie, ce n'est pas pour moi seule, c'est aussi pour toutes celles qui étaient avec moi, dans le froid sans pitié, dans la chaleur torride, au pied du mur aveugle et rouge. Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée. Un bel obus semblable au mimosa en fleurs. Et puis ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier. La mer, les monts, les valles et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de baratiers. Souvenirs oubliés, vivant dans toute chose, je rougirai le bout de tes jolis seins roses. Je rougirai ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point, toutes ces belles choses.
moi je nierai toujours pour leur destin galant. Loup, si je meurs là-bas, souvenir qu'on oublie. Souviens-t'en quelquefois aux instants de folie, de jeunesse et d'amour et d'éclatante ardeur. Mon sang c'est la fontaine ardente du bonheur. Et sois la plus heureuse, étant la plus jolie. Oh mon unique amour et ma grande folie. Alors ça, c'était une petite évocation à la demande d'Alain. Et en fait, j'ai vu que Lou, c'est Louise de Coligny, que Guillaume Apollinaire avait rencontré en 1914, et ils ont échangé par lettre pendant 2 ans. Mais Guillaume Apollinaire dit « mon unique amour », non. Et il en a eu des tas et des tas et des tas et des tas d'autres. Et d'ailleurs, Lou l'a quitté au bout de 2 ans et a épousé d'autres gens, et d'ailleurs elle est rentrée dans sa société à particules comme il fallait, et donc ça a été un épisode très bref de la vie d'Apollinaire, la période avec Lou. Alors pour se reposer, tu veux rajouter quelque chose, Alain? Ils s'étaient séparés déjà, Ouais, mais elle entretenait quand même cette correspondance, voilà. comme pour l'encourager à tenir là-bas dans les tranchées. Alors j'ai choisi des poésies de femmes et on change de registre. On classe à une intériorité plus individuelle, retour sur soi, la poésie qu'on développe au cœur de soi. Donc Hélène Dorion, vous pouvez voir, elle a eu le privilège d'être au programme du baccalauréat de français, puisque les têtes blondes pensantes vont plancher dessus cette année, et pour 3 ans. Mais c'est c'est grand honneur, surtout que c'est de son vivant, que c'est encore une jeune femme. Et son recueil de poèmes qui est au programme, c'est Mes forêts. Et ça qui m'a intéressée là-dedans, c'est que venant ici, dans les Cévennes, moi je viens toujours en forêt. Donc j'ai eu envie de lire ce poème en hommage à elle. La forêt, c'est pour elle une métaphore de ses émotions. Et c'est en même temps quelque chose qui fait ressurgir les souvenirs, l'espace. Voici le texte. Mes forêts sont de longues traînées de temps. Elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel avec des étoiles qui tombent comme une histoire d'orage. Elles glissent dans l'heure bleue un rayon vif de souvenirs, l'humus de chaque vie où se pose, légère, une aile qui va au cœur. Mes forêts sont des greniers, peuplés de fantômes. Elles sont les mâts de voyage immobiles. Un jardin devant où se cognent les fruits d'une saison déjà passée, ou qui s'en retourne vers demain. Mes forêts sont mes espoirs debout, une feuille de brindille, et des mots et de mots que les ombres font craquer dans le reflet figé de la pluie. Mes forêts sont des nuits très hautes. C'est le genre. Le deuxième texte est aussi un texte de femme et qui complète un peu le précédent puisqu'il s'agit d'écrire pour vivre. L'écriture étant un outil de vie. Léger Vide est d'origine libanaise et elle habite à Paris depuis 1946. Elle a obtenu le beau prix Goncourt de la poésie en 2000. J'interprète ma page de vie. J'en use comme plaque de cuivre. Je la graine de plaisir. Je la crible d'années. Je la saisis en verte saison. Je la racle de nuits d'hiver. Je la ronge en creux d'angoisse
Je m'étale l'espace libre, je l'attaque en matière noire. Je progresse d'épreuve en épreuve, je la creuse de vaines morsures, je la purine d'émotions, je l'entame pour nier le temps, je m'écris pour durer. Pas très bien. Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple. Son présent n'est qu'indicatif et son futur toujours conditionné. Je refais un tout petit peu plus long. C'est un poème de Victor Hugo. Il y a les mots, ceux que l'on a trop attendus, ceux qui ne sont jamais venus, ceux qui nous ont souvent déçus. Il y a les mots, ceux que l'on n'ose pas se dire, ceux que l'on cherche avant d'écrire. Il y a les mots, ceux que l'on glisse à son oreille, ceux qui promettent un doux réveil, ceux qui font briller le soleil. Il y a les mots, ceux que l'on entend certains soirs, ceux qui nous soufflent un brin d'espoir. Il y a les mots, ceux qui colorent un jour trop noir. Oui, il y a ces mots qui sont des vers et des chansons, qui sont teintés de doux frissons, qui sont nos cœurs éblouissants. Ah oui, non, là, je ne voulais pas le lire, je voulais pas le dire, mais c'est un ami qui était responsable de la culture à Chambéry, qui, en se baladant, a trouvé dans la maison qu'habitait Rimbaud, Jean-Jacques Rousseau, pardon, ce petit texte qu'il a photocopié, et nous nous sommes dit que nous essaierons de le montrer à beaucoup de personnes parce qu'il est assez émouvant. C'est un garçon d'une dizaine d'années, pas d'inter, qui va visiter alors qu'il était caché à Chambéry, et il écrit ce texte. Jean-Jacques, inconnu, habitat ce réduit, passant, qui nonchalant le visite aujourd'hui, souviens-toi, je t'en prie, que grâce à son génie, sous nos aïeux mourut l'odieuse tyrannie. Et c'est Robert Badinter. Voilà. Donc on continue avec Victor Hugo. Et j'ai choisi donc ce poème qui m'a fait irrésistiblement penser à une chanson de Georges Brassens que vous connaissez certainement, qui s'appelle L'Amandier. J'avais plus l'Amandier du quartier. C'est une chanson, c'est tout à fait le même thème. Foment, la cueillette de fruits, là, c'est un prétexte à un jeu amoureux. Nous allions au verger cueillir des pigarreaux. Avec ses beaux bras blancs en marbre de Paros, elle montait dans l'arbre et courbait une branche. Les feuilles frissonnaient au vent. Sa gorge blanche, ô Virgile, ondoyait dans l'ombre et le soleil. Ses petits doigts allaient chercher le fruit vermeil, semblable au feu qu'on voit dans le buisson qui flambe. Je montais derrière elle. Elle montrait sa jambe et disait « Taisez-vous » à mes regards ardents, et je montais. Par moments, entre ses belles dents, pareille aux chansons près à Diane farouche, penchée, elle m'offrait la cerise à sa bouche, et ma bouche priait, et venait s'y poser, et laissait la cerise, et prenait le baiser. Encore un poème de Victor Hugo. Et on sait qu'Aya aime beaucoup Victor Hugo. En fait, j'ai voulu faire plaisir. Oh non. Ah là là. Alors, c'est un poème que j'ai retenu parce que Victor Hugo a l'art de saisir un instant. Il décrit un instant. J'ai l'impression d'avoir là un photographe. C'est aussi le photographe de l'instant. Dans le frais clair-obscur du soir charmant qui tombe, l'une pareille au cygne et l'autre à la colombe belle, et toutes deux joyeuses. Ô douceur!
Voyez, la grande sœur et la petite sœur sont assises au seuil du jardin, et sur elles, un bouquet d'œillets blancs aux longues tiges frêles, dans une urne de marbre agitée par le vent, se penche et les regarde, immobile et vivant, et frissonne dans l'ombre, et semble, au bord du vase, un vol de papillons arrêté dans l'extase. Oui, j'ai pas résisté à mettre mon grain de sel, j'aurais peut-être pas pu, mais... Et j'aime beaucoup François Villon parce que c'est un personnage ambigu et à plusieurs facettes et qui était un immense poète. Et alors il s'appelait Francis de Montcorbier, d'origine misérable. Son père est mort juste après sa naissance. Sa mère savait ni lire ni écrire et elle l'a confié à la paroisse locale. Et il a eu un tuteur qui était chapelain, qui s'appelait Guillaume de Villon, dont il a pris le nom. Grâce à ce tuteur, il a étudié à l'université de Paris, qui était à l'époque sous occupation anglaise, dans les années 1440, après le traité de Troyes qui faisait que, vous savez tous, de Charles V, anglais, le futur héritier de Charles VI. Et il a obtenu une maîtrise en art et il est devenu clerc avec la tonsure. Mais parallèlement, son talent cache un tempérament violent et il devient une vraie racaille qui vole et qui joue du couteau. Il a assassiné plusieurs personnes, il a organisé un casse du transfert de l'argent au Collège Royal où avec ses copains ils ont fait un braquage. Et donc il était très défavorablement connu des services de police et il a passé plus de temps en prison qu'en liberté. Condamné à mort en 1462 pour vol et homicide, finalement le jugement est annulé par le Parlement de Paris, comme quoi l'état de droit ne date pas d'hier, et il a été libéré et il disparaît en 1463. On ne sait absolument pas ce qu'il est devenu, il n'y a aucune trace. Certains pensent qu'il a été mangé par des loups. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Alors son œuvre est inspiré par la poésie médiévale, très fortement, mais il en a inversé les malheurs et inversé les codes. D'abord par son innovation technique, utilisant énormément de jeux de mots et d'antiphrases, des phrases qui veulent dire l'inverse de ce qu'elles sont censées dire. Il est travaillé par... sa poésie est marquée par aussi sa paillardise, mais beaucoup l'angoisse de la maladie, et beaucoup l'angoisse de la mort, le regret et la ferveur religieuse, qui sont ses thèmes principaux. Et curieusement, à peine disparues, ces œuvres ont été imprimées à la fin du XVe siècle et ont connu un incroyable succès, et qui s'est renforcé au XIXe siècle et jusqu'à nos jours. Et il est, selon Georges Pompidou, et ça, je suis sûr, très célèbre anthologie de la poésie française de Pompidou, que vous avez tous sur votre table de chevet, il fait partie des grands, parmi les grands, au même type que Baudelaire ou Rimbaud, dont il s'apparente un peu. Il a des points communs avec Arthur Rimbaud, qui lui aussi a fait de la prison et différents trafics en Asie, notamment en Éthiopie. Alors j'ai retenu un très court passage de son chef-d'œuvre qui s'appelle Testament, qu'il a écrit en prison, sur ses regrets d'études, poème que j'ai souvent lu à mes enfants avec un succès variable. Et si j'eusse étudié au temps de ma jeunesse folle et à bonnes mœurs débiées, j'eusse maison et couche molle. Mais quoi, je fuyais l'école et comme fait de mauvais enfants, en écrivant cette parole, à peu que le cœur ne fend. Et alors, comme toutes les poésies de cette époque, vous savez qu'elles ont été en fait traduites en langage français d'aujourd'hui, parce que dans leur écriture du XVe siècle, elles sont difficiles à comprendre, comme du Bellay, Ronsard. Tout ça, c'est des poésies qui ont été adaptées au terme d'aujourd'hui. Alors, j'aime beaucoup ce poème, et je passe maintenant la parole pour la conclusion de notre séance à Alain Dimeblio, qui va nous enchanter avec sa parole ensoleillée. Bon, d'abord, je voudrais remercier Antoine,
des échanges intenses pendant 15 jours pour articuler le programme avec des avis partagés. Mais enfin, vous voyez, les dames sont la force motrice de l'Académie. Elles nous ont servi des poèmes d'une grande sensualité. Et cette chanteuse même qu'ils ont choisi, j'espère que nous reproduirons une séance pour accompagner une journée de printemps exceptionnelle, journée de Pâques, en poésie là. Alors, Jean-Louis Vidal joue un rôle essentiel dans l'équipe, parce que c'est le grand agrégé de service. Mais il ne peut pas être là aujourd'hui, et il nous a guidés, et bien entendu, il nous a livré un poème, et aussi orienté vers André Chézit, pour cette raison que je vous ai encouragé à dire des poèmes d'André Chézit. André Chézit, jusqu'au bout de ta vie, tu porteras ton enfance, ses fables et ses larmes, ses grelots et ses peurs. Tout au long de tes jours, te précède ton enfance, entravant ta marche ou te frayant un chemin. Singulier et magique, l'œil de ton enfance qui détient à sa source l'univers des reins. Alors, pour revenir et pour conclure sur Badinter, je vous encourage vraiment à lire cette biographie de Badinter à la vie. Ce sont des entretiens. Alors, la vie de Badinter, c'est une vie absolument exemplaire, quoi. C'est le français de référence, la conscience morale du pays, une histoire impossible dont le père tapissier venant du moyen d'Amérique, d'Europe centrale, arrive au sentier. Et puis cet enfant intelligent, ballotté pendant la guerre, qui ne voit pas revenir son père, qui est arrêté par Darby, qui ne le reverra plus, d'une intelligence tellement forte qu'il finit par conquérir Paris à nous deux comme Rastignac, et qui va vivre pendant quelques années dans l'ombre de Mitterrand pour l'inspirer sur le plan juridique, pour le contrôler. Il faut savoir que c'est lui qui a contrôlé au plus près le débat de Giscard Mitterrand de 1980. Et d'ailleurs, Duhamel dit qu'il ne pouvait plus d'être soumis aux impératifs d'arbitrage de Badinter. Et donc, il va accompagner Mitterrand, et en 81, il pense qu'il sera peut-être ministre de la Justice. Et le premier gouvernement ne le donne pas comme ministre de la Justice. Il n'est pas ministre de la Justice. Mitterrand a choisi un autre ministre de la Justice. Et là, il va se promener sur les bords de Seine pour cuver son chagrin et se dire que peut-être il aura à un moment donné sa chance. Et sa chance, il va l'avoir parce qu'après la dissolution, le ministre qui est en place entre dans le bureau de Mitterrand et lui dit « Tu sais, c'est Maurice Faure, de Cahors. Je suis amoureux. Et donc, j'ai du temps, il faut que je consacre tout mon temps à mon amour. Donc, je ne veux pas être conduit comme ministre de la Justice. » Et Mitterrand, évidemment, offre la place à Badinter, qui va porter, quelques mois après d'ailleurs, l'abolition de la peine de mort. Mais théoriquement, si Maurice Faure s'était maintenu, c'était pas Maurice Faure, c'était Maurice Faure qui aurait défendu l'abolition de la peine de mort. Alors pourquoi encore Badinter? Badinter parce que la poésie l'a porté toute sa vie. Et à un moment, on lui dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Eh bien, il dit, il me reste à lire de la poésie. Lui qui
et essaie de se remettre du Conseil constitutionnel et tous les avatars politiques. Et il va chercher dans sa bibliothèque un poème et il choisit ce poème de Baudelaire que vous connaissez tous, Aux morts de capitaine. Il est temps, levons l'ancre, ce pays nous ennuie, aux morts appareillant. Si le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Et alors le dernier vers est absolument exceptionnel. Au fond de l'inconnu, il faut aller pour trouver du nouveau. Il y avait une femme exceptionnelle. Ah oui, absolument. Ah oui. C'est un grand exceptionnel qui l'a stabilisé. Parce qu'il était très actif avant. Hein. Et Il enrichi. était un grand séducteur. Hein. Et enrichi. Et enrichi, oui, parce qu'héritière de Duplessis. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait eu une vie américaine. Oui. Pendant 2 ans, il avait vécu aux États-Unis. Enfin, il nous a tous marqués. Et sa sobriété, sa rigueur et son amour de la fantaisie qu'enseignait La vie poétique. Merci.